Bonjour à tous, c'est Lina et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast Cher Journal. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet, j'en ai parlé un peu en long, en large, en travers sur mes réseaux sociaux. Donc si vous ne le faites pas encore, vous pouvez d'ailleurs aller me suivre sur Instagram et TikTok au nom de Lina Wright. Vous trouverez tout en barre de description bien entendu. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Comme je le disais, donc je vais vous parler de ma vie avant et après la Corée, de pourquoi est-ce que je suis partie et comme vous avez pu le voir dans le titre de cet épisode, pourquoi est-ce que fuir la France aussitôt, donc partir à 11 000 km de chez moi, a été à la fois la meilleure et la pire décision de ma vie. Donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je remercie donc la personne qui m'a recommandé de traiter de ce sujet-là. Je vous l'avais demandé donc la semaine dernière sur Instagram quel sujet est-ce que vous voulez que j'aborde en podcast. Si jamais vous voulez me faire quelques recommandations, vous pouvez tout à fait m'envoyer un MP sur Instagram ou alors répondre à mes sondages en story. Et donc on va pouvoir commencer sans plus attendre. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, ça va être assez redondant, mais vous savez, dans les formats courts que je vous propose, j'ai pas trop l'occasion de vraiment pouvoir développer sur toutes les raisons pour lesquelles je suis partie, qu'est-ce que j'ai vécu en étant là-bas, qu'est-ce que j'en ai appris, etc. Donc j'avais vraiment envie de me poser et qu'on ait une vraie discussion sur ce sujet, en espérant que ça puisse aider certaines personnes qui peut-être veulent aussi partir et n'osent pas, ou alors qui, comme moi, sont de retour en France et qui se disent mais oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis là après avoir vécu tout ça. Donc on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que j'ai peur de pas bien trouver mes mots par rapport à tout ça. C'est un sujet qui me touche énormément et qui dirige un petit peu la manière dont je vis mes journées aussi en ce moment. Enfin bref, de toute façon, on va en discuter. Vous allez bien comprendre tout ça. Encore une fois, cet exercice de podcast, since it's only the beginning, vu que c'est vraiment un exercice qui est tout nouveau pour moi encore pour l'instant, je vais essayer de faire au mieux pour ne pas faire de montage au plus possible, donc de ne pas trop couper, pour ne pas couper du coup la fluidité de cette écoute. Donc je vais faire au mieux, I will try my best, mais vu que là on rentre dans le vif du sujet de quelque chose qui me tient énormément à cœur, je ne vous promets rien, mais je vous assure en tout cas que je vais faire de mon mieux. Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc la genèse, un petit peu de tout ça, de qu'est-ce qui m'a pris de vouloir partir, du coup m'expatrier pendant un temps à l'étranger, mais surtout aussi loin et aussi jeune. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui diront mais 21 ans c'est pas si jeune que ça pour partir. Je vous dirais que si. Je m'en suis rendu compte en fait avec le temps d'à quel point à cet âge-là, après je dis ça mais j'ai que 23 ans hein, aussi donc j'ai un recul par rapport à cette période, mais ça veut pas dire que je suis forcément plus adulte qu'à l'époque. Mais je veux dire, on est encore tellement jeune et on ignore encore tellement de choses, que ce soit sur les responsabilités qu'on doit avoir envers soi, envers les autres, les conséquences de nos actions. On se connaît pas encore du tout. Au contraire, on est en train d'apprendre à se connaître, à savoir qui on est, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On teste un peu nos limites avec les gens, on fait beaucoup d'erreurs, on expérimente énormément aussi. Et se confronter à un tel challenge aussitôt, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, ça a été la meilleure chose au monde vraiment que j'ai pu faire pour moi-même, pour plein de raisons. On va en discuter. Mais aussi, je pense que quelque part, c'était trop tôt. Mais ça aussi, on va en discuter. Et donc, le pourquoi du comment, j'ai voulu partir à l'étranger déjà de base. Euh, Aux alentours de mes 15 ans, donc j'étais au collège, j'ai eu une sorte de réalisation d'à quel point mon quotidien ne me plaisait pas. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, une crise d'adolescence ou peu importe. Mais j'ai eu vraiment une énorme crise existentielle à ce moment-là, donc entre mes 14 et mes 15 ans, où je me suis rendu compte de oh mon Dieu,
ma vie actuelle ne me plaît tellement pas, je suis tellement loin de ce que j'aimerais être, des gens que j'aimerais côtoyer, des choses que je voudrais faire. Et ça m'a franchement fait un choc, dans un premier temps, de me rendre compte d'à quel point je n'aimais pas ma vie. Avant, je me laissais un petit peu porter par le courant des choses, je me rendais pas compte d'à quel point l'environnement dans lequel j'étais, les gens que je côtoyais n'étaient pas du tout alignés avec la personne que j'étais à l'intérieur. Et du coup, l'adolescence, vous savez, c'est un peu ce moment-là où on se cherche. On se cherche, on comprend, on commence à comprendre pas mal de choses par rapport à soi, aux autres, encore une fois. C'est un moment où on est en perpétuelle construction et où la vie des autres, le regard des autres et les tendances sont extrêmement importantes à nos yeux parce que on veut rentrer dans le moule, on veut pas se sortir de ce cadre-là et si on le fait, généralement, on se prend un revers de comment dire? Un revers de bâton, ce n'est pas l'expression exacte que je vais utiliser, mais c'est la seule qui m'est venue en tête. Un revers de bâton quand même très très hardcore de la part des autres adolescents comme nous. Et ça, je l'ai vraiment très très mal vécu. À partir de la quatrième, on a commencé à pas mal se moquer de moi au collège. Je dirais pas que c'était de l'harcèlement, mais c'était plus peut-être une forme de, ouais, peut-être d'intimidation, enfin beaucoup beaucoup de moqueries de la part de mes camarades. Il y en a eu beaucoup, que ce soit par rapport à mon physique, où j'étais pas du tout dans les standards de beauté à ce moment-là. Aussi par rapport du coup à mes origines, par rapport à comment je m'habillais, mes centres d'intérêt. Enfin, je veux dire, j'avais pas des vêtements à la mode, hyper chers, que tous mes autres camarades avaient. J'étais dans un collège de campagne, donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient donc comme moi, disons-le, racisés comme moi. On était vraiment vraiment une toute petite minorité et c'était assez compliqué de porter aussi cette casquette-là de la meuf qui n'est pas blanche et blonde avec des cheveux lisses. Il y a eu beaucoup de choses et notamment quand j'ai commencé à un peu plus affirmer qui j'étais, on m'a énormément reproché ça. Énormément. Mes centres d'intérêt étaient source de brimades, d'énormément de moqueries, tous les jours, continuellement, et au point où c'était aussi sur les réseaux sociaux que ça a fini par se déployer dans les groupes de classe, en messages privés, etc. C'était assez horrible. Donc j'ai commencé de plus en plus en fait à me reclure et à avoir cette grosse forme de colère que j'avais envers mes amis et envers les gens qui se moquaient de moi parce que mes amis aussi n'étaient pas tout blancs dans cette histoire. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était peut-être pas forcément des amis. Parce que ce sont des personnes qui, pour se sentir aussi exister et appartenir à ce groupe-là de personnes qui se moquaient de moi, euh, me brimaient aussi dessus. Et n'hésitaient pas à m'humilier avec aussi ces personnes-là pour, comme je le disais, j'imagine pour se sentir exister, faire partie d'un groupe plus fort et peut-être aussi de peur de se faire moquer aussi. Et donc, vous savez, à cette époque-là, j'ai compris que mes centres d'intérêt, ce que j'aimais faire, comment j'aimais m'habiller, ce qui m'intéressait, ce qui me faisait vibrer, du coup, n'avait rien à voir avec les centres d'intérêt partagés par mes camarades. À cette époque, c'était pas du tout commun. C'était même très très mal vu, vraiment, d'aimer les animés, les mangas, de s'intéresser à la culture asiatique, de kiffer, je sais pas, la K-pop, la J-pop, la C-pop, etc. Enfin, vous savez, un petit peu tout ce coin-là. C'était vraiment super mal vu d'aimer ça. Et du coup, parce que moi, j'ai commencé à me prendre de passion un petit peu pour les animés, les jeux vidéo, la lecture. J'aimais beaucoup étudier. J'essayais d'apprendre à cette époque-là, c'est fou, le japonais par moi-même, etc. J'avais aussi, du coup, petit à petit découvert les dramas coréens, les dramas chinois, etc. Donc, quand j'étais ado, j'ai vraiment beaucoup baigné dans ça. Et on me l'a énormément reproché, comme je vous le disais, et ça a été vraiment horrible. Mais ça m'a pas empêché du coup de continuer à cultiver ça. Et donc j'ai continué à le faire, même si tout le monde se foutait de ma gueule. Vraiment, c'était assez terrible. J'ai de très très mauvais souvenirs par rapport à ça, qui fait que, encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand je marche dans la rue et que je croise un groupe d'adolescents,
même alors que je suis adulte et que je suis sortie de tout ça, je suis terrifiée et je suis incapable de les regarder, de regarder le groupe, je regarde le sol, je trace, ou alors si je le peux, je change de trottoir. Vraiment, c'est des choses qui me restent comme ça, et d'autres de cette époque-là. Et donc, malgré les brimades, j'ai continué de cultiver cette chose-là. Et, euh, et en fait, ce rejet que j'avais de la part des autres, le fait que je me sentais tout sauf à ma place en fait dans ce milieu-là, il y a eu un souci. Il y a eu un souci entre moi, ce que j'étais, et l'environnement dans lequel j'étais. Et j'ai commencé du coup de moins en moins à me sentir bien et à ma place. Donc ça a vraiment commencé quand j'avais donc 14 ans. Et les circonstances ont fait que, les épreuves de la vie ont fait que, même à la maison, j'ai commencé aussi à me sentir très très mal. Donc au collège, ça allait pas. Je rentrais chez moi, ça allait pas non plus. Donc en fait, je me sentais chez moi nulle part. Je n'avais aucun endroit où je me sentais en sécurité, où je me sentais libre d'être qui j'étais au fond de moi, libre de m'exprimer comme je le voulais, que ce soit par les habits ou alors ma manière de communiquer, par mes intérêts, peu importe. Donc il y a eu cette fracture de euh, moi et mon environnement. Tout me, comment dire, tout me rappelait que en fait j'étais pas à ma place. Et ça m'a énormément pesé. Et à partir de là, en fait, j'ai eu cette idée fixe qui m'est apparue du coup à la fin de la troisième, après le brevet, de OK Lina, ici ça va pas. Les gens, comment ils te connaissent, tu aimes pas l'image que tu renvoies parce que t'es à cheval en fait entre qui t'as vraiment envie d'être et l'image que t'essaies de renvoyer pour qu'on te tape moins dessus. Et il n'y a rien qui allait, j'étais pas à l'aise avec moi-même, avec tout ça. Donc j'avais envie déjà de partir. Et au début, j'avais envie de partir de chez moi, ailleurs, en France, juste partir en fait de cet environnement-là qui me faisait énormément de mal. Et j'ai pendant très très longtemps détesté ma ville natale, disons, à cause de ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, je l'aime un petit peu plus, même si c'est encore un peu compliqué du coup par rapport à tout ça, mais j'ai un peu fait la paix avec ce côté-là, donc ça c'est cool. Mais du coup, de base, je voulais juste partir pour me libérer en fait de cet environnement où je me sentais vraiment enfermée et où je me sentais vraiment du coup très rejetée, très délaissée, etc. Et après, du coup, j'ai continué de cultiver cet intérêt que j'avais pour l'étranger. Donc j'ai appris l'anglais par moi-même en autodidacte au lycée. J'ai du coup arrêté d'apprendre le japonais toute seule parce que ça vraiment j'y arrivais pas les gars, c'était trop. Mais du coup j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu à la langue coréenne, où de temps en temps je me donnais des cours à moi-même par-ci par-là. J'ai pas du tout été consistante, c'est arrivé bien plus tard, mais donc ça aussi, même le thaïlandais, il y avait une époque où j'essayais d'apprendre le thaïlandais. C'est fou. Et donc voilà, j'ai continué, cultivé à fond cet intérêt pour l'étranger. Et par les différents voyages que j'ai pu faire en Europe, etc., vraiment, je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça. Découvrir autre chose, rencontrer des nouveaux gens et en fait, se retrouver dans un pays que tu connais pas, dans un environnement que tu connais pas, à parler avec des gens qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent rien de toi. Ça m'a... Même si c'était sur des périodes assez courtes de une semaine à chaque fois, ces petits voyages que je faisais de temps en temps, ça m'a ouvert en fait des portes énormes. Et j'ai eu du coup un deuxième déclic à ce niveau-là de oh mon Dieu, je veux continuer à voyager. C'est ce qui me permet de me sentir libre, libre de ce qui me retenait, libre de ces chaînes-là un petit peu que j'avais. Donc je veux continuer à faire ça. C'est incroyable. Et je sentais au fond de moi, j'avais cette voix qui me disait, Lina, il faut que tu partes. For some reason. C'est un truc qui me quittait pas. Et donc, j'ai décidé
à partir de là, de partir. Et je savais pas encore où. Je savais pas si j'avais forcément envie de partir du coup dans les différents pays où j'avais cultivé le plus d'intérêt. Donc par rapport à l'anglais, c'était les États-Unis. Par rapport au coréen, bah, évidemment la Corée du Sud ou encore donc le Japon et la Thaïlande à ce moment-là. Je sais pas, j'étais pas encore très très sûre, mais ce que je savais, c'est que je voulais m'en aller, recommencer tout de zéro, là où personne me connaissait, où je pouvais faire table rase du passé et vraiment embrasser totalement cette version de moi que je cachais pour être acceptée des autres. Et voilà, donc c'était absolument ce que je voulais. Je voulais me libérer de mes proches qui en fait n'étaient pas du tout bons pour moi, qui me soutenaient pas du tout, qui me reprochaient en fait cette partie-là de moi qui était un peu hors du cadre. Donc je voulais partir loin de ma famille, loin de mes amis que j'avais à ce moment-là. Dieu merci, je ne les ai plus. Enfin bref, c'était... Ouais. Et donc, je me suis battue pour ça. Donc, je suis entrée en école d'architecture. J'ai intégré l'école que je voulais intégrer parce que son programme d'échange était le plus intéressant pour l'Erasmus. Et je me suis focusée sur ça. C'était Lina, tu dois partir. Et je savais que ma porte d'entrée, du coup, à la mobilité internationale, c'était l'Erasmus. Et du coup, j'ai intégré l'école d'archi que je voulais pour pouvoir faire ce programme-là d'échange pendant un an. Et je me suis battue pour pouvoir avoir un bon dossier pour l'école, pour pouvoir faire mes entretiens lors du coup de ma première année de master et être prise dans les écoles que je voulais. Enfin bref, tout était érigé pour ça. Mon bac, du coup, mon école d'archi, Parcoursup et tous mes choix de vie, du coup, de mes 15 à mes 21 ans, quand j'ai pu partir, ça a été sur ça. Donc j'ai travaillé comme une malade, sans compter mes heures, en sacrifiant ma vie sociale, ma santé physique, ma santé mentale, tout ce qui me tenait à cœur pour ça. Et maintenant que j'y pense, c'est assez incroyable que je me sois autant disciplinée aussitôt en fait pour intégrer ça. Je pense que c'était tellement important pour moi de réaliser ce rêve. C'était devenu un rêve plus qu'un objectif. Euh, Parce que pour moi, c'était un peu ma seule porte de sortie pour réellement exister. J'avais le sentiment que si je ne parvenais pas à réaliser ça, alors ça n'avait plus aucun sens. La vie n'avait aucun sens et ça servait à rien que je reste plus longtemps ici parce que ma place, je la trouverais nulle part. C'était comme ça que je pensais à l'époque. Et donc, je suis partie. Et donc, j'ai fini par partir en Corée du Sud. J'avais hésité avec la Finlande, mais au final, mon amour pour la Corée, que j'avais continué de cultiver et à garder au cours du temps, est resté et a pris le dessus. Donc, je me suis dit, Lina, donne-toi cette chance, pars en Corée du Sud. Et la vision que j'avais de la Corée avant de partir, évidemment, quand j'étais plus jeune, j'avais une idée très très idéalisée de la Corée, qui était donc basée sur la vague Hallyu. La Hallyu, c'est le soft power coréen. Donc vous savez, c'est un peu le type de l'iceberg, j'ai pas le nom en français, le haut de l'iceberg qu'on voit, c'est-à-dire donc la K-pop, les dramas, la nourriture, le cinéma coréen, la langue, la mode, etc. Ça, c'est le soft power. C'est ce qui fait de la Corée ce dont elle est la plus connue aujourd'hui. Et donc au début, je connaissais que ça, mais au fur et à mesure des années, quand j'ai vraiment commencé à préciser mon projet de partir, etc., j'ai de plus en plus découvert le pays, donc dans des strates plus profondes, disons, de l'iceberg, donc la réalité de la société coréenne, la réalité du monde du travail, donc les mœurs partagées là-bas, son histoire, notamment donc avec la Chine, le Japon. Qu'est-ce qui a fait que la société coréenne a évolué aussi vite en 70 ans? Comment le pays qui était à feu et à sang a pu se reconstruire aussi vite? Quelles sont les conséquences d'une croissance aussi rapide aujourd'hui? Enfin bref, je me suis renseignée sur énormément de choses, j'en ai énormément appris, donc j'avais une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus réaliste de la Corée du Sud. Donc moi en partant, j'étais persuadée que, ok Lina, tu connais beaucoup de choses sur le pays, tu sais comment les choses fonctionnent, donc tu ne seras pas surprise en étant sur place, enfin du moins, j'ai essayé d'appréhender au mieux ce décalage-là que j'aurais du coup entre la France et la Corée. Donc j'avais cette vision
assez terre à terre. Après, évidemment, idéalisé quand même sur pas mal de choses, parce que je connaissais pas le pays, ça allait être la première fois que j'allais y aller et que j'allais en plus y vivre. Donc j'avais encore énormément de choses à apprendre, des choses qui, je pense, on peut apprendre et se rend compte seulement si on le vit. Et donc, en partant, j'étais quand même très sûre de moi, très en confiance, très sereine, parce que je savais que c'était ce que je devais faire, absolument. C'était un peu comme ma mission de vie, c'était en mode Lina, tu devais partir. Et là, tu le fais, donc j'étais extrêmement sereine par rapport à ça. Et je suis pas partie toute seule. Je suis partie avec une amie très très proche de moi, l'amie la plus proche que j'avais à cette époque. Euh, et donc on est partis ensemble donc pour faire notre première année de master, toujours en architecture, et donc à Dégout. Et ça a été, je pense, quelque chose de formidable que j'ai pu partir avec cette personne-là. Je pense que ça aurait été plus dur de partir seule, même si, comme je l'ai dit, je me sentais très en confiance. Là, le fait d'être avec quelqu'un qui me connaissait autant et qui était un peu comme de la famille pour moi, réellement, je savais que c'était un point d'ancrage qui me serait super, pas utile, c'est pas le mot que je veux utiliser, qui me serait super important, en fait, vraiment un pilier énorme dans ce premier pied-à-terre. Et donc, si elle passe par là, je lui en suis extrêmement reconnaissante euh, qu'on ait pu partir ensemble et vivre ça. C'est vraiment assez exceptionnel et je repense à cette période avec beaucoup de nostalgie. Et donc, quand on est arrivé, j'avais pas de plan précis en tête. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'est que j'étais à l'endroit où j'ai toujours voulu être, donc loin de chez moi, où personne me connaissait, et en plus où j'étais en compagnie de la personne qui me connaissait par cœur et avec qui je me sentais la plus à l'aise et la plus heureuse. Donc c'était le rêve. Vraiment, je dirais que les 6 premiers mois, peut-être non, peut-être les 3 premiers mois, ouais. Les 3 premiers mois, ça a été le rêve. J'ai jamais été autant épanouie, heureuse et alignée, en fait, avec moi-même et ce qui m'entourait. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là d'à quel point la vie est extraordinaire. Parce que avant, j'étais extrêmement pessimiste vis-à-vis de la vie. J'avais aucun espoir, en fait, que j'allais un jour me sentir bien dans mon corps, avec mon environnement, avec les gens qui m'entourent. Et là, j'ai rencontré des personnes incroyables, très différentes de moi, ce qui m'a vraiment, en fait, donné un vent de fraîcheur et ce qui m'a donné vraiment envie d'apprendre à connaître les gens, à m'ouvrir aux gens. J'ai toujours été très très timide et je parlais pas aux gens, j'étais pas du tout avenante, j'allais pas vers les autres et ça a changé du tout au tout. Maintenant, je suis la première personne à aller parler aux gens, à aller dans des rencontres de groupes, de gens que je ne connais absolument pas. J'y vais, je parle, je m'intègre, je suis devenue peut-être pas au point d'être extravertie, mais à la limite, et c'est incroyable à quel point ça m'a ouvert. Et donc, je m'éparpille. Ces 3 premiers mois-là, ça a été donc le rêve absolu. J'étais dans le pays où j'ai toujours voulu être. Enfin, comme je l'ai dit, ça a fini avec le temps, mais ça a fini par être ça. Entourée donc de personnes qui me faisaient me sentir bien, qui me connaissaient pas d'avant. Donc je pouvais être juste moi et qui me prenaient juste là, maintenant, avec la version de moi que je suis tout de suite. Et donc avec des gens qui vivaient la même chose que moi, on était alignés sur énormément de choses et c'était juste incroyable. Et du coup en plus, mais j'avais cette amie-là à mes côtés euh, qui a été mon meilleur soutien et avec qui j'ai des souvenirs extraordinaires. Enfin c'était vraiment incroyable. Et en plus du coup j'ai rencontré la personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant 1 an et demi, un peu plus d'1 an et non 1 an et demi, ouais, à peu près. Non, plus d'1 an et demi. Oh mon Dieu, on va y arriver. Bon, anyway. Et en fait, tout se passait bien à ce moment-là. C'était incroyable. Et même si je me prenais certaines réalités de la Corée du Sud et des Coréens, de leur mentalité, du système, etc., un peu dans la gueule, vu que j'étais quand même pas mal préparée mentalement avant à la réalité de beaucoup de choses, ça m'a pas forcément fait un choc ou ça m'a pas forcément
mis en colère sur pas mal de choses. Je savais qu'il y avait certains trucs, donc je comprenais d'où ça venait et j'ai essayé plutôt d'apprendre de ça et de m'adapter moi plutôt que d'être dans le choc et dans le rejet de ça. Donc c'est vraiment des trucs très, très bêtes, hein, mais vous savez, un peu des stéréotypes ou des idées reçues qui sont pas tant des idées reçues que ça, parce que c'est un peu vrai. Mais par exemple, le fait que, bah, en tant qu'étranger en Corée, t'es vraiment un alien, vraiment. Ils ont changé ce nom-là sur les cartes d'identité, mais les cartes de résidence, il y avait écrit Alien Registration Card, un truc comme ça. Donc alien, tu étais considéré comme un alien, donc si tu n'es pas coréen, tu étais un alien. Et ça, vraiment, je suis en mode, oh mon Dieu, et c'est vraiment ce truc-là qu'on te fait ressentir un peu tout le temps, des Coréens, pas les Coréens qui, comment dire, qui ont vécu à l'étranger ou qui sont donc binationalité, vraiment de ceux qui ont toujours vécu là et qui du coup n'ont jamais côtoyé d'étrangers de manière générale. Voilà, t'es un peu la bête de foire du pays. On te suit dans la rue, on te regarde dans la rue. On te traite un peu comme un débile aussi par certains moments. Et il y a des bars et des restaurants qui sont interdits aux étrangers. Enfin voilà, c'est tout un truc comme ça. Mais comme je l'ai dit, si on est déjà au courant de cette réalité, on le vit un peu mieux. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont été extrêmement en colère de ça, et à juste titre, il y a des choses vraiment qui ont été assez hardcore à ce niveau-là, donc je comprends que ça puisse mettre en colère. Mais bon, bref, comme je l'ai dit, je me suis pris certaines réalités en face, mais ça m'a pas dégoûté pour autant. Et au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui ont fini par s'accumuler, des choses que j'ai fini par expérimenter qui ont fait que, ok, ça a commencé un peu à tirer sur la corde. Euh, Par rapport notamment au monde du travail. Donc j'ai travaillé 6 mois en agence d'architecture. Après du coup mon année de master, parce que comme je vous l'ai expliqué dans le podcast précédent, je voulais pas juste faire 1 an en Corée, je m'y plaisais vraiment bien à ce moment-là. Je voulais prolonger mon aventure et donc avoir une expérience professionnelle pour vraiment compléter le tout et après voir ce que je voulais faire. Parce que à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que l'archi, c'était pas pour moi. Il fallait que j'arrête de m'entêter là-dedans, ça me plaisait pas. Et la personne que j'étais devenue au fur et à mesure de cette année en Corée a tellement changé et je me suis rendu compte de tellement de choses essentielles que en fait, j'avais plus envie de perdre mon temps à m'entêter dans quelque chose qui me plaisait pas. Je voulais pas que l'architecture fasse partie de ma vie. C'était pas ça. C'était pas ce qui me correspondait. Donc j'ai racheté de l'architecture, mais j'ai quand même voulu avoir une expérience pro pour vraiment compléter le tout. Donc je suis partie dans une agence d'archi. Et là, il y a eu vraiment toutes les fissures qui se sont accumulées à ce moment-là entre le rêve et la réalité de la vie en tant qu'expat. Et d'où le fait que je vous disais que 21 ans, c'est peut-être trop tôt, parce que j'étais pas préparée à être une adulte immigrée dans un pays aussi loin de chez moi et dans lequel la langue, je la maîtrisais pas tant. Euh, et donc, je me suis retrouvée, du coup, après cette année, seule, parce que tout le monde est rentré en France, parce que l'Erasmus était fini. Je me suis retrouvée complètement seule et à travailler en tant que, du coup, salariée. Enfin, du coup, stagiaire plutôt, mais considérée quand même comme étant une salariée au sein de l'entreprise, en tant qu'étrangère dans une entreprise coréenne conservatrice, parce que j'étais à Daegu. Daegu, fun fact, qui est la ville la plus conservatrice de Corée. Donc je vous laisse imaginer. J'en parlerai peut-être un jour, peut-être que je ferai un épisode de podcast juste sur ça. Mais j'ai vécu des choses assez horribles. Les Coréens, vraiment, ils sont en pierre au niveau du monde du travail. Et comme je vous l'ai dit, même si je le savais, le vivre, c'est encore autre chose. Et évidemment, il y a des choses que tu peux pas anticiper, des choses qui vont t'arriver qui font que, oh mon Dieu, tu te prends une claque énorme. Et donc que ce soit ça par rapport au moment du travail où j'ai été vraiment dégoûtée, donc à 100% de l'archi, là pour le coup j'étais sûre que je voulais vraiment pas faire ça de ma vie, dégoûtée du monde du travail en Corée, j'ai commencé à avoir une colère en fait, envers moi et envers aussi bah, tout ça, tout ce qui m'entourait. Je me sentais très très seule, très isolée, je voyais mes proches loin de moi qui continuaient leur vie. Je voyais les messages, les appels qui s'estompaient. Euh,
si c'était pas moi qui relançais, si c'était pas moi qui envoyais un message, qui appelait mes proches, les gens le faisaient plus. Alors que moi, de là où j'en étais restée, pour moi, mes proches, c'était mon pilier le plus important. C'était eux qui me faisaient tenir aussi loin. J'avais envie de leur montrer de quoi, enfin, de quoi j'étais capable. Donc je m'entêtais dans tout ça, de me battre administrativement parlant. C'était une galère pour décrocher des visas. Du coup, la charge mentale par rapport au travail. euh, le poids d'être une étrangère dans une société qui rejette un petit peu tout ça. Au final, ça a fini par me peser plus que ce que je n'imaginais. Du coup, le fait d'être loin de chez soi aussi, là, ça faisait plus d'un an que j'étais pas rentrée en France. Donc il y avait ça aussi qui me manquait, mes proches qui me manquaient, et les voir prendre de la distance, disparaître, alors que pour moi, c'était pas le cas. Enfin bref, mes problèmes aussi de santé qui ont commencé vraiment à prendre de la place aussi à ce moment-là, ça a fait beaucoup de choses. Et donc mes journées, basically, vu que j'avais plus d'amis là-bas, ça se résumait à travailler, rentrer chez moi tard, voir du coup mon copain le week-end, être seule et juste rebelote. Et tous les jours, c'était la même chose. Au travail, ça se passait mal. Je rentrais chez moi, j'étais pas bien. Je rentrais tard en plus. En plus, à côté, je donnais des cours d'anglais parce que j'étais pas très très bien payée. Donc, il me fallait un support économique aussi. À ce moment-là, j'avais utilisé toutes mes économies pendant déjà l'année d'Erasmus. Là, j'avais plus du tout d'argent de côté. Donc, je donnais des cours le soir en rentrant et je faisais plus rien. J'avais plus d'amis sur place et c'était vraiment une période compliquée. Et donc là, j'ai vraiment compris ce que c'était la réalité d'une personne immigrée euh, dans un pays. Et je pense que j'étais pas du tout prête à cette réalité-là. Mais quand même, j'ai persévéré, j'ai tenu 6 mois dans cette boîte. Et après, j'ai arrêté. Et pendant les 4 mois restants où je suis restée en Corée, j'ai du coup développé un peu mes réseaux sociaux et j'ai continué mes cours d'anglais et mes cours en autodidacte de coréen. Donc là, j'étais vraiment sur un rythme plus lent, mais encore une fois, j'ai été du coup très très seule là où je vivais, même si je vivais à ce moment-là avec mon copain. Il était au travail toute la journée. Encore une fois, le monde du travail coréen, il partait très tôt le matin, il rentrait très très tard le soir. Et généralement, le week-end, il était très fatigué, il était très stressé, il devait même travailler à certains moments le week-end. Donc, c'était pas un bon rythme. J'étais seule, isolée et perdue et je savais plus ce que je voulais faire et je m'y retrouvais plus en fait, dans cet environnement-là également. Donc j'avais décidé de rentrer à ce moment-là. Mes problèmes de santé aussi faisaient que je commençais à avoir un peu peur de certaines choses. Je ne pouvais pas me faire soigner en Corée parce que j'avais pas d'assurance santé sur place. Donc tout était extrêmement cher et c'était la galère et les études me manquaient. Je commençais un peu à me heurter à un mur par rapport à comment je pouvais évoluer par rapport à ma vie en Corée parce que mon visa allait finir dans les mois qui allaient suivre. Je pouvais pas retrouver un autre travail. Enfin, je pouvais pas être embauchée en tant que salariée cette fois-ci parce que j'avais pas de master. Je m'étais arrêtée à la première année de master, donc j'en avais pas. Et là-bas, c'est hyper important. Et j'avais pas non plus les diplômes de niveau de coréen requis. Je me heurtais à un mur, j'arrivais plus à évoluer. Et j'étais épuisée de tout ça. Donc j'ai décidé de rentrer. Et du coup, d'entamer un nouveau master en France. Et du coup, pendant cette période-là, là, les 2 ans qui vont arriver, aussi pouvoir obtenir les diplômes de langue coréenne qu'il me faut pour pouvoir travailler. Et vraiment, cette fois-ci, avoir une vraie vie stable en tant qu'expat au lieu de cette vie de survie que j'avais là où j'étais paumée parce que j'avais pas ce qu'il fallait et j'étais pas du tout préparée. Et donc, quand j'étais un peu dans tout cet enchaînement de choses, j'ai précipité mon départ très très vite et je regrette beaucoup maintenant avec le recul la manière dont je l'ai précipité. Comme je vous l'ai dit, ça a été précipité par la fatigue, l'épuisement moral et physique, mes problèmes de santé. Et peut-être que j'en parlerai, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus non plus, mais ma relation du coup avec mon copain dans laquelle je me sentais extrêmement
mal et qui vraiment était un cauchemar un peu au quotidien pour moi aussi. Donc il n'y avait rien qui allait. Donc j'ai décidé de rentrer et ça a été la décision la plus dure de ma vie. Ça a été une décision horrible qui m'a arraché le cœur et l'esprit et qui continue de beaucoup me heurter aujourd'hui. On va parler de l'après ensuite. Parce que j'ai dû laisser à contre-cœur la chose qui me tenait le plus à cœur, justement. Cette version de moi qui vivait son rêve, qui était aux anges, etc. J'ai dû la laisser. J'ai dû accepter qu'elle était plus là aussi, quelque part. Que c'était plus ça. Et que j'avais plus la force nécessaire pour mener à bien ce projet. Et qu'il fallait que je m'arrête. Et que je rentre pour mieux repartir. Et aussi, même si, comme je l'ai dit, dans ma relation, ça se passait pas bien, j'avais pas non plus envie de quitter cette personne-là. Donc je suis partie aussi en l'aimant encore énormément. Et quitter quelqu'un quand on l'aime encore, parce qu'on sait que c'est la meilleure chose à faire pour soi. Parce que même si on aime encore, ça ne suffit pas, parce que le bonheur n'est plus là, parce que la confiance a été rompue, parce que il peut y avoir plein de raisons. C'est aussi extrêmement douloureux d'être la personne qui part malgré l'amour. Et donc en fait, je suis rentrée en étant déchirée de tous les côtés par rapport à ça. Ça a été horrible. La décision, quand je l'ai prise, j'en ai énormément souffert. Vraiment pendant peut-être 1 mois et demi, 2 mois. J'avais un peu ce compte à rebours dans la tête qui était assez horrible. Quand j'ai pris les billets d'avion, ça a été horrible. Et les 2 semaines avant le retour, ça a été un cauchemar. Mais en rentrant, maintenant, quand je repense à tout ça, avec le recul, ça a été de partir en courrier la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Parce que ça m'a complètement changé en tant que personne. Comme je vous l'ai dit, je me suis découvert moi et j'ai pu complètement embrasser la personne que j'ai toujours voulu être. Et même si je ne suis pas à 100% la Lina que j'ai envie d'être, parce qu'évidemment ça évolue aussi, je tends vers des nouvelles choses, je suis devenue la personne que je rêvais d'être à cette époque-là. Et je suis super contente et super fière de pouvoir vous dire ça. C'est un accomplissement énorme pour moi. Parce que comme je vous l'ai dit, avant tout ça, j'avais aucun espoir envers la vie. Je ne me voyais pas rester ici sur Terre très longtemps, pour être tout à fait honnête. Et maintenant, ça a complètement changé. Je suis devenue une personne qui est beaucoup plus optimiste, qui est beaucoup plus ouverte au monde, beaucoup plus ouverte aux gens. J'ai énormément gagné en maturité, j'ai énormément évolué sur plein de choses et j'ai plus du tout cette forme de désespoir là. Elle a complètement disparu, au contraire. Je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire des choses extraordinaires, que je pouvais réaliser l'impossible, que je pouvais réaliser ce que j'ai toujours voulu faire. Et, euh, et en fait, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Et ça m'a énormément, du coup, apporté. Je suis plus du tout la même Lina qu'avant. Et je suis très très fière de ce parcours-là, de la personne que je suis devenue, que je vais continuer à devenir, de tout ce que j'ai appris sur la vie, de toute la culture, de toutes les connaissances que ça m'a apporté, de à quel point j'ai envie et j'aime me préserver mon bien-être mental et physique, à quel point aujourd'hui j'arrive à prendre soin de moi, et chose que j'arrivais pas du tout à faire avant. Donc ouais, ça a été la meilleure chose. Et pour le coup, aussi la pire. Après, j'ai un peu exagéré dans le titre, mais la pire dans le sens où, du coup, ça m'a amené à prendre la décision la plus difficile de ma vie et à me confronter à une forme de douleur et de deuil je n'aurais jamais pensé vivre dans ma vie, qui est plus dur que tout ce que j'avais surmonté jusqu'alors. Et c'est là où on en est. Là, on est sur l'après-Corée. Mon retour, donc ça fait 2 mois, ça fait pile, putain c'est fou, ça fait pile 2 mois que je suis rentrée, jour pour jour. Et au début, j'ai beaucoup été dans le déni. Je me disais qu'en fait, bah non, ça allait, j'étais contente d'être rentrée, j'étais de nouveau auprès de mes proches, etc. Je voyais pas le décalage encore.
Je me rendais pas compte du décalage qu'il y avait entre ma vie et celle de mes proches qui a continué du coup sans moi, en France et loin, mais à 1000 lieues de tout ce que j'ai vécu moi en étant aussi loin. Et j'étais beaucoup dans le déni, je me rendais pas compte. J'essayais surtout en fait de guérir de ma rupture. C'est surtout ça qui a rythmé mon premier mois. Et là, le deuxième mois, je me suis pris plusieurs claques d'affilée. Plusieurs claques parce que je me suis rendu compte que j'étais du coup en train de traverser plusieurs deuils. Le premier, j'en ai un peu parlé. C'est le deuil de la version de moi qui vivait en Corée, qui vivait son rêve et qui venait de réaliser son objectif le plus grand. Cette Lina-là n'existe plus parce que j'ai réalisé ce que j'ai toujours voulu faire et même si j'ai envie de continuer ça et que du coup maintenant ça représente mon prochain projet du coup de dans 2 ans, c'est plus la même chose. Cette Lina-là n'existe plus et ça me fait beaucoup de mal. Cette Lina-là me manque énormément. Euh, mais il faut que j'essaie de guérir de ça, de cette image que j'ai de moi là. Ça veut pas dire que l'image que j'ai de moi maintenant est moins bien. Donc j'essaye un peu de guérir de ça, de Lina, tu as réalisé la chose qui comptait le plus dans ta vie, qui t'a littéralement sauvé la vie. Et maintenant c'est fini. Pour l'instant, donc c'est un point virgule. Ce n'est pas un point, c'est un point virgule. Et ça pourra continuer plus tard, mais il faut pour l'instant stopper, pour les raisons que j'ai évoquées avant, et tu en reviendras que plus forte. Mais donc ce deuil-là, de cette version-là de moi n'existe pas, n'existe plus. Et puis évidemment, le deuil donc de ma relation précédente, le deuil de ma vie en Corée, qui était pour moi vraiment formidable. J'ai énormément aimé ma vie là-bas. Euh, Elle est très très différente, mon rythme est très différent, mon quotidien est très différent de ma vie maintenant en France. Et mon quotidien en France me plaît bien moins que mon quotidien en Corée, donc j'ai essayé aussi de m'ajuster par rapport à ça, mais il faut que je fasse aussi le deuil de cette version-là, de ce pays. J'ai énormément de nostalgie de ma vie là-bas, énormément. C'est un peu comme si en fait tous les jours j'étais dans une bulle de mélancolie et de nostalgie. Euh, c'est peut-être ce qui me pèse le plus en ce moment, c'est ça. C'est le putain, qu'est-ce que c'était bien. Et tout me manque de là-bas. Euh, mais ouais, donc faire le deuil de ça aussi. J'essaie de m'adapter maintenant à la France et de me créer un environnement aussi qui pourrait me plaire tout autant. Et le deuil, et ça c'est peut-être l'une des choses sur lesquelles je voulais le plus parler, le deuil de mes proches. Pas dans le sens où mes proches sont tous morts quand je suis rentrée, dans le sens où l'image et la version que j'ai connue de mes proches aussi n'existent plus. Et de la relation que j'avais à l'époque, avant de partir avec mes proches aussi, n'existe plus et n'existera plus comme ça. Et je pense que c'est ce qui me tracasse le plus en ce moment et qui fait que je m'isole autant ces derniers temps où je parle plus à mes potes, je parle plus trop même à ma famille, parce que je me sens complètement étrangère à ces personnes-là. Dans le sens où je suis partie 2 ans, j'ai connu mes proches qui avaient une certaine version d'eux-mêmes, je reviens et je retrouve à peu près cette même version. Donc oui, ces personnes-là ont évolué quand même pendant 2 ans, mais elles sont restées ici, donc dans leur même train-train quotidien, avec les mêmes personnes, les mêmes habitudes, les mêmes problèmes, les mêmes situations, les mêmes environnements, etc. Enfin, c'est resté la même dynamique. Donc je reviens, c'est toujours pareil. Alors que moi, je reviens, j'ai toujours l'air d'être la Lina d'avant, mais à l'intérieur, je vous l'ai dit, je suis plus du tout la même personne. Et donc, je me rends compte d'à quel point je n'ai plus rien à voir avec cet environnement-là. Je faisais partie du moule avant parce que j'étais dedans, c'était mon quotidien, c'était tout ce que je connaissais. Et maintenant que j'ai découvert un moule tellement plus grand, je peux plus rentrer dans cette ancienne version de moi qui était accordée avec ça. Donc en fait, il y a un décalage énorme entre la vie qu'ils ont et la vie que j'ai aujourd'hui. Et quand j'entends mes proches parler,
discuter entre eux ou alors même les discussions qu'ils essaient d'avoir avec moi, je me sens tellement loin de tout ça et la phrase qui me vient en tête constamment en boucle, c'est mais qu'est-ce que je fous là? Parce que d'une certaine manière, et c'est très paradoxal, je ne les reconnais plus et ne me reconnais plus non plus avec eux. Et du coup, ce qui me manque énormément, c'est mes amis que je me suis fait en Corée. J'en avais quand même quelques-uns. J'ai dit que j'avais pas d'amis, mais j'en avais quand même quelques-uns qui du coup vivaient la même chose que moi, ont eu un parcours similaire. Du coup, ça faisait un moment qu'ils vivaient à l'étranger, etc. Et c'est les personnes avec qui je me sentais mais vraiment en accord. Et maintenant que j'ai plus ces personnes-là au quotidien avec moi, ça me manque énormément. Je me sens du coup très isolée, très seule, très incomprise. Et, euh, et je sais pas trop comment régler ça. J'imagine que c'est encore une fois un temps d'adaptation à avoir. Mais ce quotidien-là qu'ils ont ne m'intéresse plus. Je n'en fais plus partie. Ils ont plus besoin non plus que j'en fasse partie parce qu'ils ont vécu leur vie sans moi. Et maintenant, que je sois là ou non, ça leur change rien. Je les vois faire des sorties, des voyages ensemble entre eux, communiquer entre eux, etc. Et moi, je suis juste à côté. Je continue de regarder, même en étant présente. Et ce truc-là m'a fait beaucoup de mal quand je l'ai réalisé. Là, j'essaie de faire avec, même si ça me pèse énormément au quotidien. Ça m'a fait beaucoup de mal au début parce que quand je suis rentrée, je comptais énormément sur ça, mon retour avec mes proches. C'était une des choses qui comptait le plus pour moi. Et en fait, de me dire que bah, c'était pas réciproque et que bah, on n'avait plus les mêmes attentes à ce niveau-là, peut-être plus les mêmes envies aussi. Bah ouais, ça fait que je me suis sentie du coup très très seule. Et même encore maintenant, je me sens encore plus seule et plus isolée que lorsque j'étais à l'étranger. Donc voilà, c'est un peu l'après. Là, je suis dans cette grosse vague où je fais le deuil de ces différentes choses-là que je viens de vous évoquer. Et le fait de se sentir étranger à sa propre maison, euh, c'est vraiment, vraiment très très difficile. C'est très difficile, mais je perds pas espoir sur le fait qu'un jour ça ira mieux. Je sais pas de quelle manière, mais je sais que si je me tiens à mon projet qui est de repartir, cette fois-ci sur le long terme, avec une situation stable, au bout de 2 ans, donc après mon master, ça me donne une perspective de je pourrais retrouver ce qui me manque. Et je pourrais peut-être me reconstruire une autre version de moi qui arrivera mieux à s'adapter à ces changements-là. Donc j'essaie de rester focus sur mon objectif et ça me donne énormément de motivation, beaucoup d'espoir. Et j'essaye de me battre pour continuer d'être la meilleure version de moi-même, continuer à me découvrir et à peut-être aussi à redécouvrir mes proches autrement. Et peut-être à continuer de me pousser à rencontrer des gens nouveaux qui peut-être me ressembleront plus, peut-être que c'est ça aussi le prochain chapitre. Parce qu'il y a eu toute ma vie avant la Corée, qui a été le premier chapitre, et là je suis sur le chapitre 2, peut-être le plus important de ma vie, parce que j'avais besoin, je pense, de passer par tout ça pour en arriver là, mentalement, où j'en suis, pour vraiment devenir la meilleure version de moi-même, etc. Donc, ouais, mais ce qui fait que, ouais, je suis très attachée à mes amis qui sont restés en Corée. Je garde beaucoup contact avec eux et ça me fait un bien fou, en fait, d'avoir ces personnes-là qui me comprennent, on se comprend et voilà. Et je suis très contente aussi d'avoir pu renouer contact avec certaines personnes qui, et si elles passent par là, j'espère qu'elles se reconnaîtront, qui ont vécu la même chose que moi, qui sont aussi rentrées en France après 1 an à l'étranger. Et, et c'est des discussions qui sont hyper intéressantes et qui m'ont vraiment fait du bien, qui me font vraiment du bien. Donc si cette personne-là voit ce podcast, que j'en doute, mais merci pour tout, parce que tu as été la personne à mon retour en France qui m'a le plus aidée et qui m'a le plus écoutée, le plus entendue et qui m'a fait vraiment me sentir
mieux par rapport à tout ça. Merci. Du fond du cœur, vraiment. Et j'ai très très hâte déjà de te revoir parce que tu es déjà partie, hein. Vraiment, cette personne-là n'a pas attendu, hein. Elle a bouclé son master d'archi, elle est repartie, elle a dit les gars, je peux pas. C'est bon, je rage quitte. Et vraiment, Dieu sait que j'aurais aimé faire la même chose, donc profite bien en tout cas. J'ai hâte déjà de te revoir, mais merci de juste m'avoir écouté, d'avoir été intéressé et d'avoir eu ces nombreuses discussions ensemble. Ça m'a énormément touchée. Enfin bref. Donc, je pense à peu près avoir tout dit. Je sais pas, ça fait combien de temps que je parle, peut-être presque 1 heure, là aussi, peut-être 40 minutes, j'abuse. Euh, mais j'avais pris quelques notes par rapport à tout ça. Je pense que j'ai pas pu parler de tout. Euh, mais il y a quelques points que j'ai notés par rapport du coup à l'expatriation et au retour d'une expatriation, etc., que j'ai pas évoqué. Je me rends compte maintenant en lisant mes petites notes sur l'ordi. Donc je vais pouvoir vous les dire en mode petite liste de courses. Comme ça vous donnera peut-être des pistes de réflexion. Et si vous sentez qu'il y a des thématiques qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire ou alors sur Instagram dans les sondages. Si vous voulez que j'en parle plus profondément dans de prochains épisodes. De toute façon, c'est un sujet qui est tellement large. Là, je vous ai fait un gros topo. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, par rapport à ces thématiques-là, que je vais vous dire, dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent et j'en parlerai un peu plus dans les semaines à suivre. Donc le premier point, du coup, que je suis contente d'avoir évoqué, c'est réaliser que tu as tellement changé que les personnes que tu retrouves en étant chez toi ne te reconnaissent plus tellement et que tu ne sais pas expliquer qui tu es devenu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous ai expliqué. Cette première étape-là, c'est celle où je suis en plein dedans et où j'essaie un peu encore de voir qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça. Le deuxième point, c'est se rendre compte de la chance qu'on a, mais en étant, comment dire, en se sentant quand même très, très coupable de manquer tous les événements importants de nos proches qui sont restés. Rentrer à la maison, ça c'est le troisième point, rentrer à la maison et se rendre compte que tu es juste un invité. Les rues sont les mêmes, mais le rythme n'est plus pareil. Tout le monde a move on, genre est allé de l'avant, et toi tu es complètement du coup décalé par rapport à ça. Donc ça aussi j'en ai un petit peu parlé. Et du coup la dernière partie, c'est se sentir coupable d'avoir le mal du pays, donc que la maison nous manque, parce que au fond, t'as quand même pas envie de rentrer. Donc ça te manque, mais t'oses pas en parler parce que, comme je l'ai dit sur le point précédent, tout le monde te dit que t'as trop de chance, tu vis la vie de rêve, t'as pas de quoi de te plaindre, euh, mais t'as quand même pas envie de rentrer, quoi, au fond. T'as quand même pas envie de rentrer. Donc c'est deux sentiments qui coexistent et qui sont hyper paradoxaux, ou paradoxal, je sais pas c'est lequel qu'il faut dire. Mais les deux coexistent et je pense que du coup, je suis un peu dans ce truc où j'ai plein de versions de moi aussi qui coexistent par rapport à tout ça, comme je vous l'ai dit, par rapport à ces différentes formes de deuil, etc. Enfin bref, donc ça fait beaucoup de choses, mais je suis très optimiste sur le fait que ça finira par aller mieux. Du moins vraiment, je l'espère et je vais continuer de travailler sur moi, de faire de l'introspection, de discuter avec des gens pour essayer de faire sens de tout ce schmilblick. Mais voilà, donc c'est à peu près tout concernant mon avant-après Corée du Sud. Euh, J'espère en tout cas que cet épisode n'aura pas été trop fouillis, que ça vous aura quand même assez intéressé. Si jamais il y a des personnes qui se sont reconnues dans mon discours, n'hésitez pas à m'en faire part aussi dans les commentaires pour qu'on puisse échanger là-dessus. Je vois pas tant de gens en parler sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais beaucoup ouvrir le débat. Ça me manque beaucoup. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui j'arrive à en parler, qui comprennent vraiment. Donc si jamais il y en a parmi vous pour lequel c'est le cas, n'hésitez pas. Je serai très contente de pouvoir lire vos histoires. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est la fin de ce deuxième épisode de podcast. J'espère du coup
honnêtement, qu'il vous aura plu, qu'il n'était pas trop long, etc. J'essaye encore et toujours de m'habituer donc à ce format. Mais en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je pense que rester sur un rythme de un par semaine serait, vraiment très, très chouette. Je vais essayer de m'y tenir, au mieux et de pré-filmer certains épisodes pour quand je serai très occupée. Mais sachez en tout cas que j'essaie de préparer une autre série aussi sur YouTube en parallèle, mais le montage me prend tellement de temps et j'arrive pas trop à trouver un rythme de vidéo qui marche bien pour l'instant. J'essaie de me tenir à 4 vidéos par semaine sur Instagram et TikTok. C'est déjà un miracle, mais sur YouTube, j'arrive pas encore à trouver mon rythme. J'ai beaucoup de choses à faire au quotidien. Ce qui fait que bon, c'est un peu compliqué, mais je vous promets de revenir avec du coup du nouveau contenu exclusif sur cette nouvelle série au plus tôt possible. Je ne vous promets rien, mais en tout cas, sachez que chaque semaine, on peut se retrouver ici du coup sur le meilleur endroit sur Terre, mon lit, pour discuter avec mon cher journal. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir écouté. J'espère sincèrement que vous allez bien et mais bien sûr Lina, et que vous vous porterez bien pour aussi les prochains épisodes. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Cher Journal. Bisous.